On a vu Predator Badlands, mais est-ce que ce nouveau Predator a plus une gueule de porte-bonheur que les autres? Je dirais que de profil oui, mais pas de face. Je vous explique ça. Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on va parler de Predator Badlands, le nouveau film Predator qu'on attendait avec autant d'impatience que d'appréhension. C'est le 7e film de la saga, en laissant de côté les deux Alien vs Predator, mais seulement le 3e sous la bannière Disney après Prey et Predator Killer of Killers. C'est donc le 3e film écrit et réalisé par Dan Trachtenberg qui pour l'instant s'en tire avec les honneurs, sans cagade à déplorer, Badlands inclus. Prey était un redémarrage plus efficace qu'original, l'idée étant surtout de revenir à l'essence du premier film de John McTiernan, mais en changeant d'époque et de contexte politique. Quant à Killer of Killers, il y avait des combats bien vénères comme on aime, même si je l'ai trouvé plus faible, notamment à cause de sa structure et de son animation. Mais c'était pas juste une pastille dispensable ou oubliable, puisque la fin teasait quand même le potentiel retour des héros de Predator 1 et 2, en plus de celui de Naru, l'héroïne de Prey. En fait, Killer of Killers installait pas mal de choses pour Predator Badlands, à commencer par la civilisation des Yoja, leur planète, leur espèce de forteresse dans lesquelles ils vivent, leur organisation politique et même leur langue, puisque c'était la première fois qu'on en entendait un articuler quelque chose, même si c'était pas pour dire grand chose. Peut-être que certains préféreront justement conserver le mystère pour ne rien démystifier, ça s'entend tout à fait. Mais personnellement, je m'attendais avec Badlands à être enfin immergé dans leur monde, à être plus près d'eux et à en apprendre plus sur leur culture qui, je l'espère, ne se résume pas uniquement à la loi du plus fort. Mais c'est pas tellement le sujet du film, donc on a bien quelques aperçus supplémentaires, mais pas de plongée ni d'immersion chez les Yoja à proprement parler. D'ailleurs, on n'en voit que 3 sur tout le film. Par contre, c'est le cas sur Jenna, la planète hostile où Dex, c'est son petit nom, s'écrase. C'est une sorte d'Australie de la galaxie où absolument tout veut votre peau, du plus petit asticot jusqu'au calisque, l'énorme bête qu'il pourchasse en passant par les fleurs et même l'herbe. C'est clairement la réussite du film, là où on a les éléments les plus divertissants et créatifs. C'est en tout cas des idées que je n'ai pas l'impression d'avoir vues 1000 fois ailleurs. On a aussi de beaux plans panoramiques de cet environnement très sauvage, avec pas mal de détails sur la faune et la flore. Franchement, certains plans mettent des étoiles dans les yeux, des étoiles blanches sur un fond orangé qui défile comme quand on s'abonne à écran large. Au-delà de vous ouvrir un nouveau monde sur le site avec une pluie de contenu exclusif, s'abonner à écran large est le meilleur moyen de nous soutenir financièrement et de façon plus globale de soutenir la presse indépendante qui en a cruellement besoin. Donc on peut quand même dire que là-dessus, la promesse SF est tenue, en tout cas bien plus que dans Predators, le film de 2010 qui est raté sur presque tous les points, mais qui avait quand même l'ambition de déplacer l'action sur une autre planète. On avait aussi déjà le principe des humains qui sont enlevés et qui servent de gibier de réserve, ce qui dans un sens préfigurait Killer of Killers, même si le film de Nimrod Ental semble avoir été rayé du canon officiel comme The Predator de Shane Black. Par contre, pour tout le reste, je suis malheureusement plus mitigée, voire déçue. Déjà, crevons l'abcès. Oui, le Predator est humanisé. Il a un nom pour commencer et une apparence plus proche de la nôtre. Il parle, il a une origin story tragique, un but à accomplir, des remords, des tracas, des cauchemars, peut-être même des rêves et des espoirs à ce niveau-là. Bref, il a toute la panoplie du protagoniste revêche mais attachant, ce qui n'est pas tellement la définition qu'on donnerait d'un Yoja. D'un côté, le fait même d'en prendre un comme protagoniste était en soi une forme d'humanisation, et qui en plus en appelait d'autres derrière. Difficile de faire tout un film sur une machine à tuer monolithique, ou alors la protagoniste serait naturellement devenue Tia, l'androïde d'Elle Fanning, mais ça aurait surtout été un aveu d'échec. D'un autre côté, il y avait quand même peut-être moyen de moins forcer le trait, en ne choisissant pas un paria présenté comme le plus faible de son clan, donc un spécimen défaillant, défectueux, comme le film le répète plusieurs fois, ce qui force l'empathie trop artificiellement. L'autre problème, c'est qu'en l'état, ce protagoniste n'est rien d'autre qu'une déclinaison extraterrestre de Naru, et c'est même en fait son reflet. À la fin, il est même autant Dutch que Naru, avec la même dynamique, le même raisonnement. Alors, personnellement, j'apprécie le rapprochement, mais quand tous les personnages et leur parcours ont un équivalent ailleurs dans la saga, ou ne sont que de vagues déclinaisons, bah ça rend le tout très redondant. On peut étendre ce constat au personnage d'Elle Fanning, avec les sempiternelles questions sur les émotions des IA, ce qui différencie les machines des humains, là encore ce qu'on a vu et revu dans les autres aliens. Et qu'on aime ou non Prometheus et Covenant, les films ont fait un tour assez complet du sujet avec le personnage de Michael Fassbender.
Et là, on voit bien que la franchise n'a rien de plus à raconter. Tia n'apporte donc rien de neuf, tout comme l'androïde de Timothy Olyphant n'apportait rien de neuf dans Alien Earth. En même temps, qu'est-ce qui pouvait bien apporter quoi que ce soit à cette série? Mais pire encore, avec cette dynamique de buddy movie, Tia se retrouve dans un autre rôle archétypal, celui de la sidekick comique, beaucoup trop enjouée et bavarde. Donc quand une mascotte débarque à l'écran, on peut se demander si on est dans un film Predator ou un remake live de Disney. Après, j'ai pas non plus envie de faire un faux procès à Disney, en tout cas pas là-dessus précisément. Prey n'avait rien de tout ça et c'était du Disney. The Predator avait le gamin inutile et des touches d'humour et pourtant c'était pas encore du Disney. Je me suis rendu compte que récemment, j'avais fait exactement les mêmes reproches à Jurassic World Renaissance. Donc oui, Predator Badlands est coulé dans un certain moule, mais pas un moule spécifique à Disney. Reste qu'on est dans un film PG-13, le premier de la saga. L'explication, c'était qu'il n'y avait pas besoin d'être classé R-rated, parce que même s'il y a des massacres à l'écran, ce n'est jamais du sang rouge qui coule puisqu'il n'y a aucun humain à l'horizon. C'est d'ailleurs l'autre grande première de la saga et une volonté affirmée de Dan Trachtenberg qui a expliqué qu'au départ, il pensait plutôt ramener Naru, mais que la saga était justement trop attachée à ces personnages humains. Et c'est intéressant comme choix parce que ça contrecarre la nature même du chasseur, qui n'a techniquement plus rien ni personne à tuer, ni le Kalisk, pour certaines raisons que je n'évoquerai pas, ni les androïdes qui peuvent seulement être détruits. Et encore, ils sont tous sous garantie et peuvent être réparés assez facilement. Mais d'un autre côté, la promesse est à moitié tenue, vu que Deke, Tia et Bud sont surhumanisés pour contrebalancer. Et là, vous vous demandez, mais c'est qui Bud? Excellente question à laquelle je ne répondrai pas, mais promis, c'est pour votre bien. Le scénario tente plutôt maladroitement de jongler avec cette caractérisation bâtarde. Deke considère d'abord Tia comme un outil, il ne l'aide pas, il se sert d'elle. Mais pour la suite, il fallait forcément un lien plus fort, donc il y a une bascule émotionnelle, une évolution de leur relation, qui là encore me paraît très artificielle et expéditive, puisqu'elle s'articule principalement autour d'une discussion nocturne au coin du feu. Peut-être que 10-15 minutes de plus n'auraient pas été inutiles pour que la progression soit plus naturelle. En même temps, comme la plupart des volets, le film est assez court, il dure environ 1h45, donc l'intrigue est ultra resserrée avec très peu de personnages, une courte fenêtre de temps et une mission unique. Le scénario ne se perd pas en chemin, de toute façon il n'a pas le temps pour ça. Ce qui donne fatalement un récit mécanique et très balisé avec non pas un ou deux fusils de Tchekhov, mais toute l'armurerie. Enfin bref, l'histoire passe par des étapes obligatoires dans de gros sabots qu'on entend venir à 8 km à la ronde. Le pire à mon sens, ça reste quand même ce final très niais, bien moins cruel que ce à quoi on pourrait s'attendre d'un film Predator, mais qui laisse quand même la porte grande ouverte pour une suite qui s'annonce un peu plus excitante. On peut donc espérer que la prochaine sera la bonne et qu'on aura enfin une vraie plongée dans l'univers des Yoja et pas une simple aventure auprès d'un d'eux. L'autre évidence à la fin du film, c'est évidemment la construction d'un pont entre les sagas Alien et Predator qui se sont rencontrés une fois au cinéma dans les deux Alien vs Predator. On savait déjà avec la promotion que la Weyland Yutani, donc la méga corporation au cœur des films Alien, serait dans le film via le personnage de Tia. Mais ça va au-delà de ça en fait. Il y a d'abord un lien assez clair avec Alien Earth où on apprenait que la société avait effectué des missions un peu partout dans l'espace pour capturer des spécimens extraterrestres et les étudier à des fins médicales ou militaires. On peut donc déduire que tout ce qu'on voit dans Badlands n'est qu'une mission parmi d'autres de la Weyland Yutani. On a aussi toute l'esthétique rétro-futuriste des premiers Aliens qui coexiste assez bien avec l'action plutôt décloisonnée de la plupart des films Predator. On a aussi des éléments matériels propres au film Alien qui se mêlent à la panoplie du Yoja, principalement ses armes avec les lasers en triangle, le camouflage invisible et l'intérieur des vaisseaux qui n'a pas changé depuis Predator 2. On peut donc dire qu'on est aux portes du crossover, voire même qu'on a passé un pied dans la dite porte. Reste à voir maintenant comment tout ça se goupillera et surtout qui héritera de ce gros bébé, Dan Trachtenberg ou quelqu'un d'autre. Fede Alvarez, qui a réalisé Alien Romulus, avait parlé d'un possible crossover après la sortie du film, et il devait aussi réaliser la suite de Romulus, qui a été confirmée. Sauf qu'entre-temps, il a priori été viré par le studio à la suite de désaccords créatifs, même si évidemment ça n'a pas été présenté comme ça. En tout cas, entre Noah Hawley sur la série Disney+, Alvarez sur Romulus et Ridley Scott, qui rôde toujours dans les parages en tant que producteur, la franchise Alien est bien plus dispersée pour l'instant que la saga Predator. Donc bon, advienne que pourra. Évidemment, on suivra tout ça de près dans les semaines, mois ou années à venir. Pour l'instant, on va s'arrêter là, mais n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film ou ce que vous en attendez. Et si vous voulez rester du côté de Disney et des extraterrestres, je ne peux que vous rediriger vers la critique vidéo d'Alien Earth de Geoffrey. Comme toujours, je vous dis un grand merci d'écouter ces derniers mots. Ça nous permet de pas flinguer nos statistiques sur YouTube et c'est comme ça qu'on reconnaît les meilleurs. Je vous dis à très bientôt!